merci. Les amis, merci de la présence. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à mon ami Timéa. En fait, pour répondre sincèrement, libéraliser le porte-d'âme à Kinshasa, c'est formuler ce qu'on appelle la, on va dire le droit au crime organisé. Parce que les gens n'ont pas un seul ennemi commun. Notre ennemi commun, en principe, c'est les Rwandais. D'accord? Si telle est la pensée initiale que tous devons être armés, parce que du jour au lendemain, on peut être surpris par des attaques asymétriques venant de nos ennemis. Alors, si nous étions tous armés, dans ces cas-là, nous pourrions défendre valablement notre territoire. Mais sur cette position, tous ne sont pas unis. Donc, pour certains, les Rwandais est une opportunité pour accéder au pouvoir. Pour certains, M23 n'est pas soutenu par les Rwandais. Pour certains, il vaut mieux être... Donc voilà, il y a cette disparité, cette division en interne, et que si vous donnez la liberté aux gens d'avoir des armes, vous créez des milices, vous créez des groupes armés au sein même du pays. Donc, les gens vont s'entretuer. Les gens vont véritablement s'entretuer. Bonjour, camarade Kevin. Les attaques viendraient de partout, évidemment. Les amis, nous tapotons le live, nous partageons. Nous allons rester un petit moment ensemble parce qu'il est question de décortiquer la RDC. La RDC, nous l'avons dans le cœur. La RDC, c'est notre pays. La RDC, nous l'aimons. Et pour mieux nous connaître, évidemment, il faut connaître la RDC dans son histoire. Si vous ne connaissez pas votre histoire, si vous ne connaissez pas votre identité, vous ne vous connaissez pas. Et donc, vous êtes perdu dans la nature et vous serez à même de pouvoir embrasser n'importe quelle identité, n'importe quelle vision, n'importe quelle orientation identitaire. Et donc, vous serez captif des identités des autres. Donc, vous serez captif de narratifs des autres sur votre pays. Donc, il est véritablement essentiel, beaucoup plus important, de se comprendre soi-même. Et la bonne manière ou la meilleure façon de se connaître, c'est de connaître d'où nous venons, hein, de connaître notre histoire, de connaître qui sont les différents présidents, ce qu'ils ont fait de mauvais, de bien, voilà, de dérapage, etc. Il est très capital d'avoir évidemment ces connaissances évidemment diversifiées, panoramiques, pour aussi établir de débats rationnels. Et on va dire, c'est dédouaner de toute forme d'émotion quand il s'agit de parler Congo, la RDC. Chers amis, visons à la bonne connaissance. Bonne connaissance. Évidemment, impartial, comme d'habitude, mon ami, je ne penche ni à gauche ni à droite, je reste rationnel. C'est comme ça que je veux pouvoir vous apporter un plus dans ce que d'autres apportent déjà à travers des panels de TikTok et ailleurs. Les amis, nous parlons évidemment la RDC, avant les Congo. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, selon certaines orientations. Roi Baudouin, c'est les discours du 30 juin 1960. Nous avons connu de sarcasme, les insultes, les coups, matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Patrice Lumumba, discours du 30 juin 1960. Donc, deux discours différents.
L'autre, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par les génies du roi Léopold II. L'autre côté, nous avons connu des sarcasmes, les insultes, les coups, etc. matin, midi et soir. Patrice Lumumba. Voilà deux trajectoires, deux visions, deux connaissances. Et quelle est ta trajectoire à toi? Quelle est ta vision à toi? Cher ami, contrairement à la légende officielle d'une émancipation négociée et harmonieuse, l'indépendance du Congo fut une décolonisation précipitée et imposée par les circonstances. La Belgique, qui administrait le Congo depuis 1908, n'avait aucunement prévu d'abandonner sa colonie avant les années 1980. Les Belges, à la différence des Britanniques et des Français, qui avaient entamé dès les années 1950 des transferts progressifs des compétences, les Belges refusaient obstinément toute perspective d'autonomie africaine. Le tournant survient en janvier 1959, lorsque les émeutes violentes éclatent à Léopoldville, mettant brutalement fin à l'illusion d'une colonie paisible et face à l'ampleur de la contestation menée par les nationalistes congolais, parmi lesquels Patrice Lumumba, bien entendu, Mouvement national congolais, et Joseph Kasavubu, Abako, le gouvernement belge doit admettre l'inéluctable, la date du 30 juin 1960 est alors fixée pour la proclamation de l'indépendance. Mais cette indépendance concédée sous la pression de la rue et du contexte international est une indépendance sous perfusion. La Belgique ne lâche pas prise. La Belgique prépare un dispositif de contrôle économique, militaire et politique destiné à perpétuer sa domination par d'autres moyens. Les États-Unis, de leur côté, entrent en scène comme le nouveau tutélaire déterminé à empêcher que ces territoires, grands comme l'Europe occidentale et riches en minerais stratégiques, ne tombent dans l'orbite soviétique. Chers amis, la cérémonie d'indépendance organisée à Léopoldville est un théâtre où se joue d'emblée la contradiction fondamentale de cette indépendance. Voici les discours. Le discours du roi Baudouin est une déclaration de continuité paternaliste. Les souverains belges revendiquent l'héritage du Léopold II, génie ayant conçu l'œuvre coloniale et magnifie les 80 ans pendant lesquels la Belgique a envoyé les meilleurs de ses fils pour civiliser le Congo. Aucune reconnaissance des souffrances infligées, aucune repentance. L'indépendance est présentée comme un cadeau de la métropole, non comme un droit conquis par le peuple congolais. Le discours de Joseph Kasavubu, président de la Nouvelle République, est mesuré, presque timoré. Il s'abstient délibérément de lire les paragraphes des remerciements au roi et à ses prédécesseurs. C'est un geste de dignité, mais il reste dans les limites de la bienséance diplomatique. Le discours de Patrice Lumumba est une déflagration. Le Premier ministre, debout face au roi, refuse l'écriture officielle de l'histoire. Il énumère les méfaits de la colonisation, l'humiliation quotidienne, le travail forcé, les sarcasmes, les coups. Il rappelle que l'indépendance n'est pas un don, mais une revendication arrachée de haute lutte, puis il énonce un vaste programme de réformes pour créer un pays riche, libre et prospère. Et donc, ce discours est un acte de rupture pour les Congolais
il est le véritable acte de naissance de la nation. Pour les Belges et leurs alliés occidentaux, il est la confirmation que Lumumba est un radical dangereux qu'il faudra, bien entendu, neutraliser. Chers amis, l'indépendance politique proclamée, l'indépendance économique reste un mirage. Il reste un mirage. Le Congo est les territoires les plus riches d'Afrique. Cuivre, cobalt, uranium, diamants, industriels, tantal, étain, zinc. Ces richesses sont aux mains des grandes sociétés belges. Union minier du Haut-Katanga, Société Générale de Belgique et bien d'autres qui contrôlent l'extraction, les transports et la commercialisation de minerais. Dès le 11 juillet 1960, soit 11 jours après l'indépendance, le Katanga fait sécession sous la conduite de Moïse Tshombe, leader de la CONACAT. Cette sécession n'est rien d'un hasard, chers amis, elle est organisée avec le soutien actif de l'Union minière, des intérêts financiers belges et de plus de 6000 soldats et conseillers militaires belges. La Belgique reconnaît officiellement l'État du Katanga et lui apporte un soutien logistique, financier et militaire. L'enjeu est clair. Les Katanga, c'est le cœur économique du Congo. Et en les séparant du nouvel État, la Belgique s'assure de conserver le contrôle de la rente minière. Le gouvernement central de Lumumba, privé de ses ressources les plus précieuses, est affaibli d'entrée de jeu. Et dans les jours qui suivent l'indépendance, la force publique, l'armée coloniale congolaise, se mutine. Les soldats congolais qui servaient sous des officiers belges réclament l'africanisation rapide du commandement, des meilleures conditions, des soldes et la fin de l'humiliation quotidienne. Le général Janssen, commandant en chef, refuse catégoriquement toute africanisation de l'armée. Lumumba, qui a pris le portefeuille de la défense nationale, qui lui ordonne d'intégrer des officiers africains. Janssen refuse à nouveau, déclarant devant l'armée qu'il n'y aura aucun changement. Cette provocation déclenche évidemment la mutinerie. La Belgique, saisissant le prétexte, envoie des parachutistes pour protéger ses ressortissants. En réalité, ces troupes belges interviennent sans l'accord du gouvernement congolais, en violation du traité d'amitié signé entre les deux pays. Lumumba proteste, mais il est déjà en position de faiblesse. Son armée est en rébellion, ses officiers belges ont déserté et les troupes belges occupent une partie du territoire. Dès le premier semaine de l'indépendance, les États-Unis considèrent Patrice Lumumba comme une menace existentielle. Pour Washington, un Congo indépendant, non aligné, et potentiellement ouvert à l'URSS est inacceptable. Chers amis, le 18 août 1960, le président Eisenhower réunit son Conseil de sécurité nationale. Il donne son accord pour l'élaboration des plans hautement sensibles et strictement confidentiels visant à assassiner le ministre Lumumba. Le directeur de la CIA, Allen Duller, télégraphie au chef de poste de Léopoldville qu'il y a un accord dans les plus hautes sphères pour que l'élimination de Patrice Lumumba soit un objectif urgent et prioritaire. Et donc, l'opération de déstabilisation est multiple, les amis. Cover action, financement occulte d'hommes politiques congolais pro-occidentaux, qui sont dedans. Vous avez une organisation des manifestations, distribution des éléments anticommunistes, diffusion de matériel de propagande,
le soutien à Mobutu. Le colonel Joseph Désiré Mobutu, chef d'état-major de l'armée, reçoit des fonds américains pour renverser Lumumba. Le 14 septembre 1960, Mobutu exécute un coup d'État virtuel. Il dissout le Parlement, installe un collège de commissaires qui administre le pays et place Lumumba en résidence surveillée. Ce coup d'État n'est pas le fait d'un général ambitieux agissant seul. Il est le fruit d'une opération de renseignement américaine soigneusement préparée, appuyée par de fonds clandestins. Arrêté en décembre 1960, Lumumba est transféré au Katanga, où les autorités sécessionnistes de Tchombe, soutenues par la Belgique, l'attendent le 17 janvier 1961. Il est exécuté par un peloton d'exécution katangais. La Belgique assume une responsabilité morale dans l'assassinat. Les officiers belges étaient présents lors de l'exécution. Les États-Unis, bien qu'ils n'aient pas directement tiré les coups de feu, avaient activement préparé le terrain. La CIA avait financé les opérations de déstabilisation et soutenu Mobutu. Les autorités katangaises et Mobutu furent les exécutants matériels. Donc avec la mort de Lumumba, l'indépendance congolaise perd son âme, le projet d'une nation unie, souveraine et prospère est décapité. Ce qui s'installe à sa place, c'est un État sous perfusion, un État dont les dirigeants sont choisis, financés et protégés par l'Occident et dont les ressources continuent d'être exploitées par les intérêts étrangers. Chers amis, ici maintenant, nous passons au deuxième chapitre qui s'intitule « Tuer les ennemis de la révolution ». Nous parlons de la rébellion Simba, le maoïsme congolais et la terreur d'État entre 1963 et 1965. Le mot d'ordre des insurgés, Simba dans les territoires conquis. Nous avons rasé des villages entiers. Nous ne laissions rien derrière nous, ni une maison debout, ni un être vivant. C'est un témoignage d'un mercenaire blanc, soldat de Mobutu, rapporté par les archives orales. La mort de Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961, n'apaise pas les tensions au Congo. Elle multiplie dans l'est dans l'est et dans les Kwilu, deux foyers de résistance nationaliste subsistent, animés par la conviction que l'indépendance n'a été qu'un coup d'État contre le peuple orchestré par les Belges, les Américains et leurs supplétifs congolais. Et parmi ces résistants, un homme se distingue. Cet homme s'appelle Pierre Moulélé. Ancien ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement Lumumba, Moulélé est l'un des penseurs les plus radicaux du nationalisme congolais. Après la chute de Lumumba, il quitte le Congo, voyage à travers l'Afrique, le Ghana, l'Égypte et rejoint la Chine maoïste où il suit une formation de guérilla rurale. Il apprend la doctrine dans la guerre populaire prolongée, s'appuyer sur la paysannerie, créer des zones libérées, décapiter l'administration coloniale et utiliser la terreur comme outil de mobilisation. De retour au Congo, en 1963, il s'installe dans la région des Kwilu, au sud-est du pays, dans l'actuel Bandundu, et commence à organiser une insurrection. À la même période, dans l'est du pays, un jeune révolutionnaire nommé Laurent Désiré Kabila, que nous retrouverons en 1997, prend la tête d'une faction lumubiste dans la région de Maniema et du Sud Kivu. Ces deux rébellions, bien que distinctes géographiquement parlant, partagent une même idéologie, la révolution
agraire, la fin de l'exploitation étrangère et la purge de traîtres. Chers amis, la rébellion Simba, les mots signifient lion en kiswahili, se caractérise par une violence de masse systématique dirigée contre les symboles de l'État central et des élites occidentales. De la prise de contrôle d'une ville ou d'un village, les insurgés appliquent un protocole répressif précis inspiré des purges maoïstes, l'exécution sommaire des fonctionnaires et des intellectuels. Tous les agents de l'État, percepteurs d'impôts, magistrats, chefs de postes sont jugés en place publique et exécutés. Le médecin, instituteur, ingénieurs et avocats sont considérés comme des vendus à l'Occident. Beaucoup sont massacrés, parfois à la machette, afin de décoloniser l'esprit par la terreur. Le port de la cravate devient un motif d'exécution immédiat. Elle est le symbole de l'aliénation coloniale. Tout policier ou gendarme capturé est systématiquement haché. Les Simba ne font pas des prisonniers. Des milliers d'enfants sont enrôlés de force dans les milices Simba. On leur administre des dawa, des gris-gris protecteurs magiques pour les rendre invulnérables aux balles. Une pratique qui annonce déjà le guerre de l'Est congolais des années 1990. Toute personne ayant collaboré avec le régime de Mobutu ou ayant accepté de poste dans l'administration centrale est traitée en ennemi du peuple. Les listes d'opposants sont établies et les exécutions publiques sont organisées en spectacle pour terroriser la population. L'objectif stratégique est clair. Créer un vide social absolu en éliminant physiquement l'ensemble de l'encadrement étatique. Les Simba espèrent que la population n'aura d'autre choix que de se rallier à leur seule structure organisée qui subsiste à la leur. Pour Moulele, il n'y a pas de demi-mesure, comme il est dit à ses troupes, celui qui n'est pas avec nous est contre nous, et celui qui est contre nous doit mourir. Chers amis, pendant que Moulele ensanglante les Kouilou, Laurent Désiré Kabila, à peine âgé de 25 ans, organise une rébellion similaire dans les provinces de Kivu. Il fonde avec quelques compagnons le Conseil national de libération, le CNL, et proclame la création d'un État populaire dans la région de Fizi-Baraka, sur les rives de lac Tanganyika. La stratégie de Kabila, Laurent Désiré Kabila, est identique à celle de Moulele. Élimination systématique des fonctionnaires, des commerçants étrangers et des élites locales perçues comme réactionnaires. Rasage des villages soupçonnés de soutenir le gouvernement central. Les populations sont déplacées de force, les récoltes sont brûlées et les cases incendiées. Prise d'otages européens, des missionnaires, des colons belges sont pris en otage pour attirer l'attention au niveau international. Et donc ces massacres perpétrés au nom de Lumumba par le groupe de Laurent Désiré Kabila créent dans l'Est une dette des sangs qui ne sera jamais effacée. Les milliers ou les familles de victimes attendront des décennies pour leur vengeance, une vengeance qui s'exercera précisément 30 ans plus tard lors de la chute de Mobutu en 1977, lorsque les héritiers de ces exactions seront à leur tour pourchassés. Chers amis, et puis vient la contre-offensive de Mobutu. Nous disons la guerre, les mercenaires et les rasages des villages. Face évidemment à l'avancée de Simba, les moulélistes, qui menacent directement la capitale,
Ils prendront Stanleyville en août 1964. Le gouvernement central est en état d'urgence. Mais l'armée nationale congolaise, les ANC, issue de la force publique, est incapable de résister. Je ne comprends pas TikTok. TikTok se referme souvent quand je monte. Je ne sais pas. En tout cas, tout est arrangé, si ne vous en faites pas. Donc, les amis, face à l'avancée de Simba, qui menace directement la capitale, ils prendront Stanleyville en août 1964. Le gouvernement central est en état d'urgence, mais l'armée nationale congolaise, le ANC, issue de la force publique, est incapable de résister. C'est là que Mobutu, alors général et chef d'état-major, déploie sa stratégie de la terreur absolue. Une stratégie qui lui vaudra le surnom de léopard par sa férocité. Mobutu n'a pas d'armée nationale fidèle, mais il a deux atouts. Le soutien aérien et logistique des États-Unis. Washington, qui voit dans la rébellion Simba une extension du communisme castro-maoïste, déploie des avions C-130 pour transporter des troupes et larguer des vivres. La CIA est activement impliquée dans les renseignements et la coordination des opérations. Le mercenaire blanc, la Légion étrangère du Katanga, Mobutu engage des tueurs chevronnés, pour la plupart des Sud-Africains, Belges et Français. Le colonel Schramm Bob Denard, Roger Foulke et Jean Schramm, ces mercenaires formés aux guerres de décolonisation, se livrent à une guerre des contre-insurrections sans pitié. La doctrine militaire de Mobutu et de ses mercenaires est la suivante. La destruction totale de l'environnement humain qui soutient la rébellion. La destruction totale. Chers amis, les villages suspectés de soutenir la rébellion sont rasés. Dans les Kwilu et les Maniema, des centaines de villages sont brûlés, leurs habitations incendiées, leurs champs calcinés. Les paysans sont systématiquement torturés pour obtenir des informations sur les positions des rebelles. Ceux qui refusent de collaborer sont exécutés. Les survivants sont regroupés dans des villages de regroupement, préfiguration des camps des réfugiés, où ils sont privés de liberté, de mouvement, ce qui permet de couper les rebelles de leur base logistique. Les mercenaires ne font pas de distinction entre combattants et civils. Quiconque vit dans une zone Simba est considéré comme un ennemi et traité comme tel. Et puis vient la chute de Stanleyville et le piège de l'amnistie. Les amis, je vous prie de tapoter, soutenir le live, c'est de tapoter. Le soutien passe par les partages. Le soutien passe par la sécurisation. La sécurisation passe par le tapotage et le partage et aussi les cadeaux si c'est possible. Merci. Chers amis, les points culminants ou culminants de cette contre-insurrection est la bataille de Stanleyville, actuelle Kisangani. Voilà pourquoi les gens veulent faire tomber Kisangani. En novembre 1964, les Simba retranchés dans la ville prennent en otage des centaines d'Européens. L'opération de secours baptisée Dragon Rouge est menée par des parachutistes belges largués par des avions américains. L'objectif est double, libérer les otages, mais aussi infliger un coup de grâce à l'insurrection. L'offensive est un succès militaire, mais le prix est lourd. Des centaines de Congolais, y compris des femmes et des enfants, sont massacrés par les troupes gouvernementales et les mercenaires. Lors de la reprise de la ville, la violence est totale, inouïe.
Après ces échecs militaires, la rébellion s'effondre. Pierre Moulélé trouve refuge au Congo-Brazzaville voisin sous la protection du président Marien Ngouabi. Pendant plusieurs années, il reste en exil, vivant dans la clandestinité. Mais c'est ici que la trahison de Mobutu va opérer un mécanisme assez foudroyant. En 1968, le gouvernement de Kinshasa fait une offre officielle à Moulélé. Une amnistie complète. S'il accepte de rentrer au pays, le président Ngouabi, qui a obtenu des garanties formelles de la part de Kinshasa de Mobutu, donne son accord. Le ministre des Affaires étrangères congolais, Justin-Marie Bomboko, se rend même à Brazzaville à bord du bateau présidentiel pour venir chercher Moulélé en grande pompe, jurant sur l'honneur qui ne lui sera fait aucun mal. Convaincu par ces promesses solennelles, Moulélé rentre à Kinshasa, mais à peine arrivé, Mobutu revient sur sa parole. L'ancien chef rebelle est immédiatement arrêté, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et traduit devant une cour martiale qui le condamne à mort dans la nuit du 2 ou 3 octobre 68. Il est torturé, exécuté, son corps est mutilé et exposé sur la voie publique pour servir d'avertissement à tous ceux qui oseraient défier le pouvoir. Cette trahison est si flagrante qu'elle provoque une crise diplomatique et majeure. Le président Marien Ngouabi, furieux d'avoir été trompé, trahi, rend les relations diplomatiques entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Les amis, c'est que ces chapitres révèlent une indépendance née dans l'atrocité. Le chapitre 2 est l'antichambre du drame congolais. Il nous apprend 3 choses essentielles pour la suite du mémoire. La normalisation de la violence d'État. Mobutu n'a pas conquis le pouvoir par des urnes ou par la légitimité. Il a conquis par la répression sauvage. L'ANC, son armée, n'a jamais été une institution nationale, mais une garde prétorienne qui terrorise sa propre population. Cette habitude de violence sera fatale en 1996, quand l'armée, habituée à piller et tuer ses propres citoyens, refusera de se battre contre de véritables envahisseurs. Et donc, l'exécution de Moulélé, après une promesse d'amnistie, illustre parfaitement le cynisme et le mépris du régime pour toute règle morale et diplomatique. Et puis vient la décapitation de l'intelligentsia congolais en exécutant les fonctionnaires, les intellectuels et les policiers, d'abord par les Simba, puis par Mobutu. Les 2 camps ont vidé les Congos de sa classe dirigeante. Ceux qui auraient pu construire un État moderne sont morts. Ceux qui ont survécu ont appris à garder le silence ou la compromission. Les vides intellectuels institutionnels laissés par ces massacres expliquent pourquoi Mobutu a pu bâtir un système de kleptocratie sans aucune opposition structurelle. Et puis la rupture entre l'Est et l'Ouest, le rasage des villages des Kwilu et du Maniema a créé un traumatisme mémoriel durable. L'Est congolais en particulier est devenu un espace de vengeance où la mémoire de massacres des années 60 s'est transmise de génération en génération. Et cette blessure est l'une des clés de l'implosion de 1996 à 97. Les populations de l'Est ne voyaient plus Kinshasa comme une capitale, mais comme un occupant étranger, exactement comme les Belges 30 ans plus tôt. Chers amis, en 65, Mobutu, fort de sa victoire sur les Simba, organise un coup d'État définitif. Il renverse le président Kasavubu et s'empare du pouvoir pour 32 ans.
La violence des années 64 à 65 lui a donné les outils pour asseoir une dictature absolue. Absolue. Mais cette fondation sanglante est une malédiction. Mobutu a construit son pouvoir sur la terreur, la corruption et la division. Il n'a jamais réconcilié les Congolais, il n'a jamais construit une nation, il a seulement survécu à jouer sur la peur et de la prédation. La trahison de Moulélé en 68 achève de sceller le caractère du régime, un pouvoir qui ne respecte ni sa parole, ni ses engagements, et qui élimine ses adversaires par la ruse lorsque la force ne suffit plus. Le déluge annoncé par Mobutu en 1990 n'est donc pas une prophétie, c'est une conséquence. Il n'a pas provoqué les déluges, il a préparé pendant 30 ans en sémant la haine, en tuant les élites, en rasant les villages, en faisant de l'Est une poudrière et en apprenant à ses ennemis que seule la méfiance absolue est une stratégie de survie. Chers amis, les 100 versés en 1964 et la dette que les Congolais payent en 1997. Troisième chapitre maintenant, nous voulons parler du prix du sang, la décapitation des élites et l'installation des kleptocraties entre 1965 et 1970. Au Congo, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mobutu, Sese Seko. Bonjour mon ami Vanessa. Mobutu a construit un système où le pillage était la seule règle, où l'État n'était qu'une coquille vide pour masquer la prédation. Chers amis, c'est ici que nous commençons. Nous parlons maintenant des mauvaises choses. Nous avons longtemps parlé de bonnes choses que Mobutu a apportées, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses, n'est-ce pas, mon ami Vanessa? Le 25 novembre 1965, le général, évidemment le général Mobutu, fort de sa popularité, après la répression de rébellion Simba, renverse une nouvelle fois le président Joseph Kasavubu. Cette fois, il ne s'agit pas d'un coup d'État virtuel comme en 1960, mais d'une prise de pouvoir définitive. Définitive. Mobutu justifie son acte par la nécessité de mettre fin à l'instabilité chronique qui paralyse le pays depuis l'indépendance. Il promet de rétablir l'ordre, de lutter contre la corruption et de construire une véritable nation congolaise. Le peuple, las de querelles politiques et de violences, accueille cette prise de pouvoir avec un certain soulagement. Et donc, mais cette promesse est un leurre. Mobutu n'a aucune intention de construire un état de droit. Il va au contraire institutionnaliser la prédation et transformer le Congo en une entreprise privée dont il est l'unique actionnaire. Chers amis, c'est la décapitation des élites qui commence, l'élimination systématique des concurrents. La première tâche de Mobutu est d'éliminer toute opposition potentielle. Il sait que les élites politiques, militaires et intellectuelles du pays pourraient constituer une menace pour son pouvoir. Il va donc le neutraliser par une combinaison de terreur, de cooptation et d'exil. Mobutu n'hésite pas à faire assassiner ses adversaires. En 1965, il fait exécuter Évariste Kimba, son ancien Premier ministre, ainsi que des autres ministres, Jérôme Anani et Emmanuel Bamba, accusés de complot. Leur exécution politique diffusée à la télévision est un message adressé à tous. Nul n'est
à l'abri. Bonjour mon ami Peter. D'autres opposants sont contraints à l'exil. Antoine Kizenga, ancien Premier ministre lumumbiste, passe des années en prison avant d'être libéré et de s'exiler. Moïse Tshombe, le leader sécessionniste du Katanga, est condamné à mort par contumace et meurt en exil en Algérie dans des conditions mystérieuses. On évoque un assassinat orchestré par les services secrets congolais. La purge de l'armée. Mobutu va procéder à une réorganisation ethnique de l'armée. Il limoge les officiers originaires du Kasaï et du Katanga, qu'il juge peu fiables, et les remplace par des hommes de son ethnie, les Ngbandi, originaires du nord-ouest du pays, région de l'Équateur. Cette tribalisation de l'armée crée un corps d'officiers dévoués à sa personne, mais totalement coupé des autres communautés. La mise au pas des intellectuels arrive, les universités sont étroitement surveillées, les professeurs suspects des sympathies progressistes sont révoqués, emprisonnés ou contraints à l'exil, la liberté académique disparaît, les intellectuels qui restent apprennent à se taire ou à chanter des louanges du régime. Et puis vient la cooptation des élites traditionnalistes. Mobutu, en revanche, ménage les chefs coutumiers et les autorités traditionnelles. Il les raccorde de privilèges et les intègre dans son système clientéliste. Ces chefs deviennent des relais locaux du pouvoir, garantissant l'ordre dans les campagnes, en échange évidemment des faveurs. La décapitation des élites politiques et intellectuelles n'est pas la première étape. La seconde est la mise en place d'un système de prédation généralisée où l'État devient une machine à produire de la richesse pour le président et ses affidés. En 1965, Mobutu, qui a pris le portefeuille de la défense, commence à s'emparer des entreprises et des terres agricoles. Il confisque le bien de ses adversaires politiques et le redistribue à ses partisans. En 73-74, il lance une vaste campagne des arianisations. Toutes les entreprises étrangères, sauf celles du secteur minier stratégique, sont nationalisées et confiées à des cadres congolais, souvent sans aucune compétence. En réalité, cette opération est un hold-up gigantesque. Les entreprises sont pillées, leurs actifs dilapidés et les nouveaux gestionnaires s'enrichissent rapidement avant de laisser les entreprises s'effondrer. Le secteur minier, qui représente l'essentiel des revenus du pays, échappe en partie à cette vague de nationalisation. La Gécamine, Générale des Carrières et de Mines, l'entreprise publique qui contrôle les cuivres et les cobaltes, reste sous contrôle étatique, mais ses bénéfices sont systématiquement détournés par le président et ses proches. Mobutu ouvre des comptes bancaires secrets en Suisse, en Belgique et aux États-Unis. Les revenus de l'État sont directement détournés vers ces comptes. Selon les estimations, Mobutu aurait amassé une fortune personnelle de 4 à 5 milliards de dollars pendant ses 32 ans de règne, soit l'équivalent de la dette extérieure du pays. Mobutu distribue généralement l'argent public à ses alliés. Les généraux, les ministres, les gouverneurs de province reçoivent des enveloppes mensuelles, des voitures de luxe, de maisons. En échange, ils doivent une loyauté absolue au président Mobutu. Ce système de clientélisme est la véritable colonne vertébrale du régime. Il garantit que les élites restent fidèles car elles savent que leur prospérité dépend du maintien de Mobutu au pouvoir et donc il faut le soutenir à tout prix. La corruption devient alors la règle dans toutes les administrations. Pour obtenir un poste, un marché public, un permis, il faut payer. Les fonctionnaires mal payés survivent grâce au bakchik, de pots de vin. L'État congolais cesse de fonctionner comme une administration moderne. Il devient un système de raquettes où chaque argent prélève sa part sur les usagers. Pour masquer cette prédation, Mobutu invente une idéologie,
l'authenticité, lancée en 1971. Il y a quelques visages qui on peut évidemment féliciter, mais voyons voir le but principal. Elle vise à décoloniser les esprits en remplaçant les noms coloniaux par les noms africains. Le Congo devient le Zaïre. D'après un nom historique du fleuve, Léopoldville devient Kinshasa. Les citoyens doivent abandonner leurs noms chrétiens pour des noms authentiques africains. Et d'ailleurs, moi, j'ai subi évidemment cette loi. Mobutu lui-même devient Mobutu Sese Seko Kukuwendu Wazabanga, ce qui signifie en lingala le guerrier invincible qui va de conquête en conquête, laissant derrière lui un feu dévastateur. Les amis, l'authenticité est une fumisterie. Derrière ces discours de libération culturelle, Mobutu ne fait que renforcer son culte de personnalité et détourner l'attention de la réalité, le pillage systématique des richesses du pays. Et puis vient la complicité de l'Occident, les soutiens aux remparts anticommunistes, pendant que Mobutu pille le pays. L'Occident ferme les yeux, les États-Unis, la Belgique et la France considèrent Mobutu comme un allié indispensable dans la guerre froide. Les États-Unis lui accordent une aide militaire, économique, massive, entre 65 et 90. Les Zaïre reçoivent plus d'1 milliard de dollars d'aide américaine. Cette aide est souvent détournée, mais Washington préfère soutenir un dictateur corrompu plutôt que de risquer de voir un régime pro-soviétique s'installer au cœur de l'Afrique. La Belgique continue de soutenir Mobutu, notamment pour protéger les intérêts de l'Union minière et de la Société Générale. La France considère Mobutu comme un allié précieux. En Afrique francophone, Paris lui fournit évidemment des conseillers militaires et une protection diplomatique. Mobutu joue habilement de cette carte. Il sait que l'Occident a besoin de lui pour contenir l'influence soviétique en Afrique centrale. Il peut donc piller en toute impunité, sachant que ses alliés ne les lâcheront pas. Chers amis, pendant que l'élite s'enrichit, le peuple congolais s'appauvrit, les salaires des fonctionnaires sont dérisoires, les services publics, santé, éducation, infrastructures s'effondrent, les routes se dégradent, les hôpitaux manquent de médicaments, les écoles commencent à fermer, le système éducatif, autrefois l'un des meilleurs d'Afrique, est en ruine, les enseignants mal payés font grève ou se livrent à des petits trafics pour survivre, les enfants des familles pauvres abandonnent l'école, l'agriculture négligée par l'État décline, les Zaïre qui exploitaient autrefois des produits agricoles devient importateur des denrées alimentaires, la population majoritairement rurale est abandonnée à son sort, les paysans vivent dans une pauvreté extrême sans accès à l'eau potable, à l'électricité ou aux soins médicaux. Chers amis, ce chapitre nous a montré que comment Mobutu a transformé le Congo en une entreprise privée dont il est le seul bénéficiaire en décapitant l'élite politique et intellectuelle, en instituant la corruption comme système et en assurant la complicité de l'Occident. Il a construit un régime qui a duré 32 ans, l'absence de l'État de droit, la destruction des tissus sociaux, l'effondrement des services publics et la dette extérieure. Et donc en 1960, le Zaïre est un pays riche en ressources, mais structurellement appauvri. Il est prêt à s'effondrer dès que le soutien international viendra à manquer. La chute de Mobutu en 1977 n'est pas un accident, elle est la conséquence logique de ce système de prédation. Chers amis, la question qui persiste, quelle indépendance avons-nous reçue? Alors que Mobutu célèbre en grande pompe le 10e anniversaire de l'indépendance, en 1970, une question demeure, le Zaïre est-il vraiment indépendant? Économiquement,
il est sous la coupe des multinationales occidentales qui contrôlent ses ressources minières. Politiquement, il est info-aidé aux États-Unis qui soutiennent son régime dictatorial. Militairement, il dépend de l'aide étrangère pour maintenir son armée. Et donc, les amis, nous comprenons que l'indépendance proclamée en 1960 n'était qu'un mythe. Le Congo est passé de la tutelle belge à la tutelle américaine avec une élite locale qui s'est enrichie en jouant les rôles des courtiers. La souveraineté réelle du peuple congolais reste évidemment à conquérir. Cette question est le fil rouge de tout le mémoire. La RDC a-t-elle jamais été vraiment indépendante? Le chapitre 3 ici montre que la réponse est non. Mobutu a construit un État qui n'est pas au service du peuple, mais au service de sa propre fortune et des intérêts étrangers. La prétendue indépendance n'a été qu'un changement de maître. Voici maintenant le quatrième chapitre, ou quatrième séquence, les années de plomb, l'apogée du système Mobutu et la genèse d'un projet entre 70 et 86. L'Afrique est un terrain de chasse où les grands prédateurs se disputent le proie. C'est un proverbe swahili. J'ai combattu pendant 5 ans dans la brousse. J'ai appris que la patience est une arme. Museveni, voici ce que Museveni dit dans un entretien avec la BBC en 1986. Après avoir consolidé son pouvoir par la violence et la terreur, Mobutu entre dans une période de relative stabilité. Les années 70, son apogée de son règne, le Zaïre, rebaptisé ainsi en 71, est perçu comme un miracle africain, un pays vaste, riche en ressources, dirigé d'un main de fer par un homme qui sait se faire aimer et craindre. Mobutu transforme son régime en une véritable religion d'État. Il s'est fait appeler le guide, le père de la nation, les léopards. Son portrait est affiché dans tous les bureaux, toutes les écoles, tous les foyers. Les fonctionnaires doivent porter l'abakos, abat, les costumes, une tenue inspirée du maoïsme en signe de rupture avec l'Occident. En 72, les amis, il change officiellement son nom en Mobutu Sese Seko Kukuwendu Wazabanga, ce qui signifie en lingala le guerrier invincible qui va de conquête en conquête, laissant derrière lui un feu dévastateur. Le mouvement populaire de la révolution, le MPR, devient la partie unique. Il n'y a plus d'élection, plus d'opposition. Le Zaïre est une dictature à partie unique où la volonté du guide est la seule loi. Entre 73 et 74, Mobutu lance sa grande opération économique, la zaïrianisation. Toutes les entreprises étrangères, sauf le mine, sont nationalisées et confiées à des cadres congolais. En apparence, c'est une politique de décolonisation économique. En réalité, c'est un pillage organisé. Les nouveaux gestionnaires, choisis pour leur loyauté plutôt que pour leurs compétences, dilapident les actifs des entreprises, les dépouillant de leurs biens et le laissant s'effondrer. Et donc, les fermes européennes sont confisquées et redistribuées à des proches du régime. La production agricole s'effondre. Les Zaïre qui exportaient autrefois du café, les Zaïre qui exportaient du caoutchouc et du coton devient importateur de denrées alimentaires. Le secteur minier qui représente l'essentiel des revenus du pays échappe évidemment en partie à la zaïrianisation. La Gécamine, l'entreprise publique qui contrôle les cuivres et les cobaltes reste sous contrôle étatique, mais ses bénéfices sont systématiquement détournés. Mobutu ouvre des comptes un peu partout, je vous l'ai dit, plus de 4 à 5 milliards détournés selon des documents. Pendant que Mobutu pille, l'Occident ferme les yeux.
les États-Unis, la Belgique, la France considèrent Mobutu comme un allié indispensable, un rempart. Entre 65 et 90, le Zaïre perçoit plus d'1 milliard de dollars d'aide américaine. Cette aide est souvent détournée, mais Washington, je vous l'ai dit, préfère garder le silence et se taire. La Belgique aide, la France aide. Les années 80 marquent évidemment le début du déclin. La dictature de Mobutu, autrefois perçue comme un rempart contre les chaos, apparaît de plus en plus comme une machine à piller. Chers amis, le prix de matières premières s'effondre sur le marché mondial, les revenus de la Gécamine chutent, le Zaïre est contraint de s'endetter auprès du FMI et de la Banque mondiale, mais les emprunts sont détournés, malheureusement. En 1983, le FMI impose un programme d'ajustement structurel. Mobutu l'accepte, mais n'applique que les mesures qu'il arrange. Il licencie des fonctionnaires, mais garde ses proches. Il réduit les dépenses publiques, mais continue évidemment de s'enrichir. En 1983 et 1985, des soldats mécontents de leur solde se mutinent dans plusieurs garnisons. Mobutu réprime ce mouvement avec brutalité. Il fait exécuter les meneurs et purger les unités suspectées. Et dans ces mutineries, il révèle une vérité inquiétante. L'armée zaïroise, autrefois fière, est devenue une coquille vide. Les soldats sont mal payés, mal équipés, mal entraînés. Leur seule motivation est le pillage. Dans l'ombre, des mouvements d'opposition commencent à s'organiser. L'IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi et bien d'autres, puisqu'ils étaient 13, créé en 1982 est le principal parti d'opposition, bien que réprimé, elle gagne en influence. Mais c'est à l'extérieur du pays que se prépare la plus grande menace dans la brousse ougandaise. Un homme prépare patiemment la chute du léopard. Chers amis, 1981 à 1986, la guerre de brousse ougandaise à la naissance d'une alliance. Pendant que Mobutu consolide son pouvoir à Kinshasa, une guerre civile fait rage en Ouganda. Depuis 1981, une guérilla menée par les National Resistance Movement, le NRM de Yoweri Museveni, lutte contre le régime de Milton Obote, puis contre le régime militaire de Tito Okello. Museveni, un intellectuel formé à l'université de Dar es Salaam, a fondé le NRM en 1981. Ces troupes, les National Resistance Armées, mènent une guerre d'harcèlement dans la région des Luwero au centre de l'Ouganda. Parmi les combattants du NRM, on retrouve les Banyarwanda, des Rwandais ou des Ougandais d'origine rwandaise. Ils représentent environ 20 à 25% des effectifs du NRM. L'un d'eux, un jeune officier du renseignement, s'appelle Paul Kagame. Kagame rejoint la guérilla de Museveni en 1980 à l'âge de 22 ans. 22 ans. Il est l'un de 27 originaux qui ont fondé les NRM. Il combat aux côtés de Museveni pendant 5 ans, gagnant sa confiance et son amitié. Et donc, Museveni devient un mentor pour Kagame. Il lui apprend l'art de la guérilla, la patience, la discipline. Kagame, de son côté, se révèle un stratège hors pair. Il dirige les services de renseignement du NRM. Le 26 janvier 1986, cher ami, 86,
les troupes de Museveni entrent dans Kampala, la capitale ougandaise. Le régime militaire de Tito s'effondre. Museveni est proclamé président le 29 janvier 1986. 3 jours après sa prise de pouvoir, Museveni se rend au Zaïre pour une réunion de sécurité avec Mobutu. La rencontre a lieu à Gbagdolit, la résidence somptueuse de Mobutu dans le nord du Zaïre. Museveni, qui a combattu dans la brousse pendant 5 ans, arrive avec des vêtements modestes, un visage marqué par la guerre. Mobutu, lui, est dans sa splendeur, costume d'apparat, décoration, garde en uniforme. Il reçoit Museveni avec une condescendance à peine voilée. À la fin de la rencontre, Mobutu offre un cadeau à Museveni, une cargaison de houes. L'insulte est doublée. D'abord, les houes sont un outil agricole destiné aux paysans. Mobutu traite Museveni comme un simple cultivateur, indigne d'un président. Ensuite, les houes sont un symbole de la pauvreté de l'Ouganda, un pays ravagé par la guerre. Museveni ne dit rien, il accepte les cadeaux, remercie Mobutu et répare, mais Museveni part avec un point dans le cœur, il n'oubliera pas. Dès son retour à Kampala, Museveni prend une décision. Mobutu doit tomber. Il est un dinosaure, un obstacle à la stabilité régionale, un homme qui appartient à un monde qui s'effondre. Mais Museveni sait qu'il ne peut pas agir immédiatement. Il doit attendre, il doit préparer le terrain, il doit trouver des alliés, il doit obtenir le feu vert de Washington. Museveni n'est pas seulement animé par une rancœur personnelle, Museveni a une vision géopolitique. Museveni constate que le Zaïre de Mobutu est un État failli, qui exporte l'instabilité. Le Zaïre est un sanctuaire pour les ennemis de l'Ouganda. L'armée de résistance du Seigneur, de Joseph Kony, les rebelles de l'Alliance démocratique Force, les ADF, et d'autres groupes armés. Tant que Mobutu sera au pouvoir, la région des Grands Lacs ne pourra pas connaître la paix. Museveni se perçoit comme un homme nouveau, un leader qui incarne la rupture avec le passé. Il veut remplacer les dinosaures de leur poste colonial, Mobutu, mais aussi d'autres dictateurs africains, par une nouvelle génération de dirigeants modernes, efficaces, ouverts aux investissements. Museveni envisage une recomposition de l'ordre régional. Il veut créer un axe Ouganda, Rwanda, Burundi, Angola, qui contrôlerait l'Afrique centrale. Mobutu est l'obstacle principal de ces projets. Et donc, dès 1986, Museveni commence à préparer le terrain pour renverser Mobutu. Il sait qu'il lui faut plusieurs éléments. Une armée forte. Son armée, évidemment, est une armée de guérilla, aguerrie, disciplinée, loyale. Museveni va la moderniser et l'étendre. Il va en faire une force capable de mener une guerre conventionnelle. Museveni va tisser ses alliances avec les Rwandais, de Kagame, qui prendra les pouvoirs en 1994. Il va tisser ses alliances avec l'Angola, de MPLA, qui veut se venger du soutien de Mobutu à l'UNITA. Il va tisser ses alliances avec le Burundi, du régime Tutsi, menacé par les rebelles Hutus. Museveni et Kagame attendent le moment opportun. Ce moment viendra avec le génocide rwandais de 1994 et l'afflux des réfugiés Hutus dans l'est du Zaïre, mais le projet était déjà là. Chers amis, Museveni et Kagame savent que les États-Unis ne s'opposeront pas à leur projet. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont les nouveaux alliés de Washington, parce qu'ils sont anglophones, parce qu'ils incarnent la nouvelle Afrique. Nous comprenons ceci par cette introduction.
Les amis, le chapitre ici nous montre que comment le système Mobutu a, après avoir atteint son apogée dans les années 70, comment ça s'est délité dans les années 80, la crise économique, le mutinerie, la montée des oppositions sont le premier signe de l'effondrement à venir, mais surtout ces chapitres révèlent la genèse du projet du renversement de 1986, Museveni, humilié par Mobutu, décide évidemment de le faire tomber. Il prépare patiemment sa vengeance avec l'aide de Paul Kagame et d'une coalition régionale. La chute de Mobutu n'est pas un accident, ce n'est pas non plus une conséquence dictée du génocide rwandais de 1994, c'est le fruit d'un projet mûri pendant plus de 10 ans, né de l'humiliation des Hous, nourri par une vision géopolitique et rendu possible par la complicité de Washington. Chers amis, le déluge annoncé par Mobutu en 1990 est déjà en marche. Les léopards ne le savent pas encore, mais les chasseurs sont déjà dans la brousse. Les amis, 5e chapitre, la montée des eaux. Le génocide rwandais est le prétexte parfait de 90 à 94. Le génocide rwandais a été le catalyseur de tout ce qui a suivi. Sans lui, la chute de Mobutu aurait peut-être pris une décennie de plus, dit Gérard Prunier, un historien. Nous avons vu nos frères mourir, nous avons juré que cela ne se reproduirait plus, jamais. Ça, c'est Paul Kagame en entretien avec le financier Times en 1997. Pendant que Mobutu s'enfonce dans la corruption et que Museveni prépare patiemment sa vengeance, un événement majeur se produit à la frontière nord du Rwanda, le 1er août 1990. Chers amis, 1990. Pendant que Mobutu s'enfonce dans la corruption et que Museveni prépare patiemment sa vengeance, un événement majeur se produit à la frontière nord du Rwanda, le 1er août 1990. Des milliers de combattants du Front patriotique rwandais, le FPR, franchissent la frontière ougando-rwandaise et lancent une offensive contre le régime rwandais. Les FPR est un mouvement de guérilla composé principalement des Tutsis rwandais en exil. Après la révolution sociale de 1959 et l'indépendance du Rwanda en 1962, des centaines de milliers de Tutsis ont fui le pays, s'installant principalement en Ouganda, au Burundi, en Tanzanie et au Zaïre. En Ouganda, ces exilés ont joué un rôle crucial dans la guerre de brousse de Museveni. Beaucoup ont combattu dans l'armée de Museveni, y compris Paul Kagame et Fred Rwigema, le chef du FPR. Le 1er octobre 1990, les FPR dirigés par Fred Rwigema lancent une offensive depuis l'Ouganda. L'objectif est de renverser le régime de Juvenile Habyarimana, accusé de discrimination contre les Tutsis et de mainmise sur le pouvoir. Mais l'opération tourne au désastre. Rwigema est tué dès le 2e jour du combat, dans des circonstances mystérieuses. Paul Kagame, qui suivait une formation militaire à Fort Leavenworth aux États-Unis, est contraint d'écourter son stage et de rejoindre les fronts pour reprendre la tête du FPR. La guerre entre le FPR et l'armée rwandaise dure près de 4 ans. Elle est marquée par des offensives et des contre-offensives, de massacres de civils de deux côtés et des tentatives de médiation internationale. Les accords d'Arusha, signés en octobre 1993, prévoient un partage du pouvoir et l'intégration du FPR dans l'armée rwandaise. Mais ces accords ne sont jamais pleinement appliqués. Les extrémistes Hutus qui contrôlent le régime préparent déjà l'apocalypse. Chers amis,
Le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu alors qu'il survole Kigali. L'attentat dont les auteurs restent controversés est le signal du début du génocide des Tutsis. En quelques heures, le milice Interamwe et Impuza Mungabi, soutenu par l'armée et les autorités, se déchaînent. De listes des Tutsis sont établies. Les massacres commencent. En l'espace de 100 jours, entre 800, selon les estimations, selon les canaux officiels, 800 et 1 million des Tutsis sont assassinés. Les méthodes sont d'une cruauté inouïe. Machettes, fusils, viols collectifs, torture. Les corps sont jetés dans les rivières, les fosses communes, etc. Pendant que les génocides se déroulent, la communauté internationale reste paralysée. Les États-Unis, traumatisés par l'échec de l'intervention en Somalie, refusent d'intervenir. La France, alliée du régime Habyarimana, continue de le soutenir. Les génocidaires, l'ONU avec le casque bleu sous-équipé, ne peut absolument rien faire. La Belgique, qui avait envoyé des troupes pour protéger les civils, retire ses soldats après l'assassinat de 10 de ses parachutistes. Le génocide peut alors continuer tranquillement. Les amis, le FPR, dirigé par Paul Kagame, profite du chaos pour reprendre l'offensive en juillet 1994. Il entre à Kigali et met fin au génocide. Kagame devient le maître du Rwanda, mais la victoire militaire du FPR crée un problème majeur. Des centaines de milliers de Hutus, dont les auteurs du génocide, fuient le Rwanda et se réfugient au Zaïre. L'exode massif des Hutus rwandais vers le Zaïre est l'un des événements les plus décisifs de la chute de Mobutu. En quelques semaines, plus d'1 million de Hutus traversent la frontière et s'installent dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À l'est du Zaïre, des camps de réfugiés s'improvisent autour de Goma, Bukavu et Uvira. Ces camps sont un piège mortel. Les conditions sanitaires sont déplorables. Le choléra et le dysenterie font de milliers de morts, mais surtout, les camps sont infiltrés par les génocidaires. Les Interamwe et les anciens soldats de l'armée rwandaise et le cadre du régime Habyarimana se sont mêlés aux réfugiés. Ils contrôlent les camps, distribuent la nourriture, recrutent de nouveaux combattants et préparent un retour au Rwanda. Mobutu, qui soutenait depuis longtemps le régime Habyarimana, accueille favorablement ces réfugiés. Il voit en eux un rempart contre l'influence du FPR et de Kagame, qu'il considère comme un agent de Museveni. Mobutu fournit des armes aux génocidaires. Il leur permet d'utiliser les territoires zaïrois comme base arrière pour lancer des excursions au Rwanda. Il ferme les yeux sur leurs exactions. Chers amis, Paul Kagame et Museveni, les camps de réfugiés sont une menace existentielle. Les génocidaires soutenus par Mobutu pourraient à tout moment déclencher une nouvelle guerre contre le Rwanda. Kagame et Museveni décident alors d'agir. Ils savent que Mobutu ne se débarrassera jamais des génocidaires de lui-même. Il faut donc les renverser. C'est en novembre 1994, quelques mois après la fin des génocides, que le projet de renverser Mobutu prend véritablement forme. En novembre 1994, Museveni convoque une réunion secrète à Kampala. Y participent Paul Kagame, représentant le Rwanda, des représentants de l'Angola, les Impala, qui veut se venger des soutiens de Mobutu à l'UNITA, des représentants du Burundi, le régime Tutsi menacé par les rebelles Hutus, les représentants de Érythrée, en solidarité avec le nouveau leader africain. L'objectif de la réunion est de coordonner une action militaire pour renverser Mobutu. Les participants conviennent de former une coalition et de soutenir un mouvement rebelle congolais. Mais qui va diriger ce mouvement? Museveni et Kagame cherchent un leader congolais capable de rassembler les opposants à Mobutu. Ils se tournent vers Laurent Désiré Kabila. Kabila, le jeune rebelle des années 60, a passé le décennie
décennies suivantes dans l'ombre. Il a vécu en exil, en Ouganda, en Tanzanie, en entretenant des contacts avec le service de renseignement de Museveni. Kabila est un choix stratégique. Il a une légitimité historique. En tant qu'ancien combattant lumumbiste, il connaît bien la région de l'Est où la rébellion va se dérouler. Il est docile et accepte de servir des intérêts de ses parrains rwandais et ougandais. Chers amis, en octobre 1996, l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo est officiellement créée. Kabila en est le président, mais en réalité, le mouvement est dirigé par les services de renseignement rwandais et ougandais. L'AFDL est une coalition hétéroclite. Des opposants congolais à Mobutu, des Banyamulenge qui se sentent menacés, des soldats rwandais et ougandais qui fournissent leur puissance de feu. Le projet de renverser Mobutu ne peut aboutir sans le feu vert de Washington. Museveni et Kagame le savent. Alors les États-Unis ont des relations privilégiées avec les Rwandais, les Kagame. Kagame a été formé chez eux, il parle l'anglais, il incarne la nouvelle Afrique, efficace, réformatrice, ouverte aux investissements. Washington voit en Kagame un partenaire fiable, contrairement à Mobutu, qui est perçu comme un dinosaure corrompu. Pendant que l'AFDL prépare son offensive, les États-Unis gardent le silence. Ils ne condamnent pas le préparatif militaire. Ils n'appellent pas au respect de la souveraineté du Zaïre. Ce silence est un signal. Ils indiquent que Washington ne s'occupera pas de l'invasion. Ils donnent aux coalisés la certitude qu'ils peuvent agir en toute impunité. Les amis, des hommes d'affaires américains rencontrent Kabila pendant sa campagne. Ils discutent des concessions minières. Certains analystes estiment que ces discussions ont été un facteur dans les soutiens implicites à Washington. Pour synthétiser tout ça, le chapitre 5 ici nous a montré ceci, comment le génocide rwandais de 1994 a été le catalyseur de la chute de Mobutu. Chers amis, je sais qu'il est fini, le pouvoir n'en aura plus, il est assiégé maintenant, à l'heure où nous parlons. Ça, c'est Laurent Désiré Kabila qui parle en mai 1997. Les forces armées zaïroises n'ont aucune raison de pavoiser. Elles ont été laminées en quelques jours, incapables de s'opposer à l'avance des rebelles. Le monde parle, nous sommes en novembre 1996. Donc, le 7 octobre 1996, le premier affrontement éclate à Uvira, dans le sud Kivu. Officiellement, il s'agit d'une révolte des Banyamulenge, des Tutsis, contre les autorités zaïroises et les milices Hutus installées dans la région. En réalité, cette révolte est un signal, et le signal convenu pour lancer l'opération militaire préparée de longue date par Museveni et Kagame. Les troupes rwandaises et ougandaises franchissent la frontière et prennent position aux côtés des insurgés. Octobre 1996, l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo est officiellement proclamée. Laurent Désiré Kabila en est la porte-parole, le porte-parole et le chef apparent. Mais la réalité est tout autre. L'AFDL est une coalition lâche composée de Rwandais, Ougandais, Burundais et de dissidents congolais de diverses obédiences. La puissance de feu, la logistique et la stratégie sont fournies par l'armée rwandaise qui dirige les opérations. Chers amis, l'AFDL applique une stratégie de guerre éclair, inspirée de guerres de guérilla ougandaises et rwandaises. La progression fulgurante, les troupes ne s'attardent pas sur les positions conquises, elles avancent sans cesse, exploitant les failles du dispositif ennemi et évitant les combats des positions. La désorganisation de l'ennemi, en frappant simultanément sur plusieurs fronts, l'AFDL empêche l'armée zaïroise de concentrer ses forces.
Les services des renseignements rwandais et ougandais ont infiltré en profondeur l'appareil militaire zaïrois. Des officiers mécontents ou achetés fournissent des informations précieuses. Chers amis, le soutien aérien et logistique, l'Angola qui a rejoint la coalition fournit un soutien aérien et des troupes d'élite. Des conseillers militaires américains sont également présents, dissimulés derrière les troupes rwandaises. Les résultats sont spectaculaires. Dès le mois de novembre 1996, soit quelques semaines après le premier combat, l'AFDL contrôle déjà Goma, Bukavu. L'armée zaïroise est en pleine déroute. La rapidité de l'avancée de l'AFDL n'est pas seulement due à sa supériorité tactique, elle est aussi la conséquence de l'effondrement complet des forces armées zaïroises. Les phases créées en 1971 ont été affaiblies par des décennies de corruption et de purges ethniques, puisque en 1975 et 1978, plus de 1000 officiers et sous-officiers originaires du Kasaï et du Katanga ont été exclus. Dans les années 80, l'armée était de plus en plus composée d'Ngbandi, l'ethnie de Mobutu, créant un sentiment d'exclusion parmi les autres groupes. Les soldats sont mal payés, les officiers détournent les soldes destinés à leurs subordonnés, le trafic d'équipements militaires et monnaie courante, et 91-93, les amis, de milliers de militaires se sont mutinés, se livrant au pillage et aux destructions dans tous les pays. Ces mutineries ont achevé de vider l'armée de toute discipline et de toute forme de moralité. L'armée zaïroise n'est pas perçue comme une institution nationale, mais comme une garde protérienne au service de Mobutu et dans son ethnie. La population, exaspérée par des décennies de prédation, n'a aucune raison de soutenir les phases. Et donc, face à l'avancée de l'AFDL, de nombreux soldats zaïrois désertent ou se rallient aux rebelles. Les unités les plus corrompues et les moins disciplinées sont les premiers à s'effondrer. Fin février 1997, 6 mois après le premier accrochage, toutes les informations concordent sur l'incapacité des phases à stopper l'avance de leur adversaire. Donc l'AFDL occupe alors environ 20% du territoire et s'approche de Kisangani. Le 18 décembre 1996, le général Eluki Monga Undu, chef d'état-major des phases, est limogé et remplacé par le général Donatien Maele Lieko. Mais il est trop tard, l'armée est déjà tout simplement décapitée. Chers amis, pendant que l'AFDL avance, la communauté internationale reste passive. Face aux centaines de milliers de réfugiés menacés par les affrontements, le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise le déploiement d'une force multinationale, un projet activement soutenu par la France, mais l'annonce du retour dans leur pays de près d'1 million de réfugiés rwandais conduit la majorité dans des pays engagés, États-Unis en tête, etc. Les États-Unis qui avaient soutenu Mobutu pendant 32 ans ne lèvent pas le petit doigt pour les sauver. Mobutu s'est laissé lâcher par les Américains. Washington a choisi son camp, celui de nouveaux leaders Museveni, Kagame et Kabila. La France, dernier rempart de Mobutu, est paralysée par l'embargo et sa propre complicité dans les génocides rwandais. Paris ne peut pas intervenir sans s'exposer à des accusations de soutien aux génocidaires. Mobutu est seul. Ses alliés l'ont abandonné. Et donc, devant l'avancée inexorable de l'AFDL, plusieurs tentatives de médiation sont organisées. Nelson Mandela, le président sud-africain, tente de négocier une transition pacifique. Omar Bongo, le président du Gabon, propose également ses bons offices, mais Kabila refuse tout compromis. Il sait que la victoire militaire est à la portée. Demain, il annonce publiquement « Mobutu est fini. Je sais qu'il est fini. Le pouvoir, il n'en aura plus. Il est assiégé maintenant à l'heure où nous sommes en train de parler. »
Donc, le 16 mai 97, Mobutu se réveille, la peur au ventre. L'AFDL a infiltré Kinshasa depuis des semaines et les gros de ces troupes stationnent aux portes de la capitale. À 10h30, les convois de Mobutu Sese Seko s'effrayent un chemin vers l'aéroport de Njili, sans gyrophare ni sirène. Évidemment, le maréchal déchu s'envole pour Gbadolit, son village natal, et du 7 mai, les Kadogo de Kabila, ces jeunes soldats aux tenues trop larges, aux bottes en caoutchouc noir, entrent évidemment dans Kinshasa, en libérateur. Le général Donatien Mayele Lieko, chef d'état-major, décide de livrer la ville, évidemment sans combattre. Sur, évidemment, le boulevard du 30 juin, les Kinois applaudissent. C'est le départ de Mobutu. Kabila est déjà arrivé. Nous sommes dans la joie. Nous sommes très contents de la libération. Les amis, le 17 mai 1997, Kabila se proclame président de la République démocratique du Congo. Les Zaïre n'existaient plus. Mobutu, rongé par 2 cancers, prostate et côlon, est convaincu par son fils aîné, François-Joseph Mobutu Nzenga, de quitter le pays. Il comprend que 2 de ses vœux ne seront jamais exaucés, mourir président et mourir au pouvoir. Un lynchage. Et donc, 76, évidemment, un avion quitte l'aéroport de Mwanda, près de Gbadolit, pour Lomé, puis pour le Maroc. Mobutu passe ses derniers mois d'exil au Maroc avant de succomber des suites de son cancer à Rabat. Son règne de 32 ans s'est achevé dans la fuite et l'abandon total. Chers amis, le chapitre 6 est le point d'orgue de l'effondrement annoncé. Il nous apprend plusieurs choses essentielles. Mobutu a passé 32 ans à piller le pays, à corrompre l'armée, à diviser les ethnies, à soutenir les ennemis de ses voisins. Quand la menace est venue, il n'avait plus ni armée pour le défendre, ni alliés pour le soutenir, ni peuple pour les pleurer. La chute de Mobutu n'est pas un accident, elle a été conséquence ou elle est la conséquence logique du système qu'il a construit lui-même. L'armée, la plus grande du continent, s'est effondrée en quelques semaines parce qu'elle n'était qu'une coquille vide. L'État, qui semblait si puissant, s'est désintégré parce qu'il n'était qu'une machine à piller. La chute de Mobutu a été rendue possible par l'alliance entre les voisins, le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, le Burundi, et le laisser-faire des États-Unis. Mais cette alliance n'était pas désintéressée. Chacun y cherchait son compte. La sécurité pour le Rwanda et l'Ouganda, la vengeance pour l'Ouganda et les ressources pour le multinational. Chers amis, voici le dernier chapitre. Ne jamais trahir les Congos. Slogan de Laurent Désiré Kabila de 1977. En tentant de s'émanciper de ses parrains rwandais et ougandais, Laurent Désiré Kabila a allumé la mèche d'un conflit qui a englouti toute la région. Djomi Ndongala, homme politique congolais, c'est lui qui va le dire ainsi. Le 17 mai 1997, lorsque les Kadogo de l'AFDL entrent dans Kinshasa, la population descend dans la rue pour acclamer ses libérateurs. Après 32 ans de dictature, de pillage et d'humiliation, l'espoir est né. Kabila incarne la rupture, la promesse d'un Congo enfin maître de son destin. Laurent Désiré Kabila, qui avait combattu aux côtés de Lumumba dans les années 60, se présente comme l'héritier légitime de la Révolution nationale. Il promet de rétablir l'état des droits, de lutter contre la corruption, de construire les infrastructures et de restituer la souveraineté économique du pays. Son slogan « Ne jamais trahir le Congo » résonne comme un engagement solennel encore aujourd'hui.
Mais la réalité est tout autre. Kabila n'est pas libérateur. Il est un homme de paille mis en place par une coalition régionale dominée par le Rwanda et l'Ouganda. Dès le premier jour de son règne, la souveraineté congolaise est une fiction totale. Le parrain de Kabila ne lui ont pas offert le pouvoir par générosité. Ils attendent contrôler les pays qu'ils ont conquis. Et donc, les troupes rwandaises et ougandaises restent stationnées sur le territoire congolais. Elles occupent les provinces orientales, les Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, Ituri, et contrôlent les axes stratégiques. Officiellement, elles sont là pour traquer les génocidaires hutus réfugiés au Congo. En réalité, elles exercent une tutelle militaire sur le nouveau régime. Et donc, chers amis, les Rwandais et les Ougandais s'emparent des postes clés de l'État. Des officiers rwandais intègrent les nouvelles forces armées congolaises, le FAC. Des conseillers ougandais et rwandais sont placés auprès de ministères stratégiques, la défense, intérieur, renseignement. Et certains analystes estiment que les Rwandais et les Ougandais ont pris les contrôles des postes clés de l'autorité de l'État. Les richesses minières de l'Est, les coltans, les diamants, l'or, le bois, sont systématiquement pillés par les armées d'occupation et les relais locaux. Les Rwandais et les Ougandais organisent des réseaux de contrebande qui acheminent le minerai vers le pays où ils sont revendus sur le marché international. Kabila, prisonnier de ses parrains, ne peut rien faire. Il est le prisonnier doré de ses alliés. Mais Kabila n'accepte pas cette tutelle. Il aspire à une indépendance réelle, à la fois pour lui-même et pour son pays. Progressivement, il tente de s'émanciper de ses parrains rwandais et ougandais. À partir de la fin de l'année 77, Kabila commence à écarter les conseillers rwandais et ougandais. Il cherche à reconstituer une armée nationale loyale, à renouer avec d'anciens alliés de Mobutu et à diversifier ses soutiens internationaux. Il se tourne vers la France, la Belgique et même vers les anciens ennemis de ses parrains comme le Soudan. Pour, évidemment, les Rwandais et l'Ouganda, cette émancipation est une trahison. Ils ont investi de ressources humaines et militaires considérables pour placer Kabila au pouvoir. Ils attendent en recueillir évidemment les fruits. La volonté de Kabila de s'affranchir de leur tutelle est perçue comme une menace existentielle. En tentant de s'émanciper de ses parrains rwandais et ougandais, Kabila a allumé la mèche d'un conflit qui allait engloutir toute la région. Le 2 août 1998, une nouvelle rébellion éclate à Goma. Officiellement, il s'agit d'une mutinerie des soldats congolais mécontents. En réalité, il s'agit d'une invasion déguisée menée par les Rwandais et l'Ouganda qui entendent renverser celui qu'ils ont installé. Chers amis, la rébellion d'août 1998 est le début de la deuxième guerre du Congo. Les conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. En quelques mois, la RDC est plongée dans un chaos sans précédent. Le Rwanda et l'Ouganda forment une nouvelle coalition rebelle. Les Rassemblements congolais pour la démocratie, RCD, soutenu militairement par Kigali et Kampala. D'autres groupes armés émergent comme le Mouvement de libération du Congo, le MLC, de Jean-Pierre Mbemba, soutenu par l'Ouganda. L'objectif est de marcher sur Kinshasa et de renverser Kabila. Acculé, Kabila appelle à l'aide ses voisins. Bonjour mon ami Joël. Appelle ses voisins, le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie. Envoie des troupes pour le soutenir. La guerre prend une dimension régionale. 9 pays africains sont impliqués. Des centaines de milliers de combattants s'affrontent sur le territoire congolais et de millions de civils sont pris en étau. La guerre est marquée par des atrocités de masse. Les groupes armés soutenus par le pays voisin se livrent à des massacres de civils, des viols systématiques, des pillages et des déplacements forcés. Les ressources du pays sont exploitées sans vergogne par toutes les factions. L'Est du Congo devient un champ de bataille permanent où la violence est devenue la norme.
Alors que la guerre fait rage, Kabila est assassiné dans des circonstances mystérieuses. Mystérieuses. Le 16 janvier 2001, il est assassiné par l'un de ses gardes du corps au palais présidentiel de Kinshasa. Les circonstances de sa mort restent controversées. Certains accusent le Rwanda et l'Ouganda d'avoir orchestré l'assassinat. D'autres évoquent une conspiration interne. Quoi qu'il en soit, la mort de Kabila marque la fin d'une tentative avortée de souveraineté. Joseph Kabila, âgé de 29 ans, lui succède dans la confusion. Le jeune président, formé en Ouganda et en Tanzanie, est perçu comme un homme de compromis, capable de négocier avec les puissances étrangères et les groupes armés. Joseph Kabila hérite d'un pays en ruine, déchiré par une guerre qui a déjà fait de millions de morts. Sa priorité est de mettre fin au conflit. Sous la pression de la communauté internationale, Joseph Kabila négocie avec le groupe rebelle et le pays voisin les accords de Pretoria de 2002 et de Sun City 2003 aboutissent à la formation d'un gouvernement de transition. Les rebelles intègrent l'armée nationale. La guerre prend officiellement fin en 2003. Chers amis, en 2006, Joseph Kabila est élu président lors de premières élections démocratiques depuis l'indépendance. La communauté internationale salue ce scrutin comme un succès, mais la réalité est plus complexe. Kabila a bénéficié d'un soutien actif de la communauté internationale qui voyait en lui un garant de la stabilité régionale. Sous Joseph Kabila, la RDC reste un État sous tutelle. Les institutions internationales, ONU, FMI, Banque mondiale, pèsent lourdement sur les politiques économiques et sociales. Les ressources minières continuent d'être exportées vers des multinationales occidentales et chinoises. L'Est du pays est toujours en proie à des violences chroniques, entretenues par les groupes armés, soutenus par les Rwandais et l'Ouganda. Les amis, c'est ici qu'on arrête notre exposé. Nous reprendrons demain la suite où nous parlerons en profondeur de la gestion de la RDC. Est-ce que Kabila a accepté volontairement le 1+4? Est-ce que c'est Kabila qui a pacifié la RDC? Est-ce que Kabila a négocié comme il se doit la privatisation des entreprises? Est-ce que Kabila a véritablement payé la dette laissée sous Mobutu? Ou alors la dette a été effacée? Et cette dette qui a été effacée était conditionnée à la privatisation des entreprises. Nous allons voir, est-ce que Kabila a profité de la privatisation des entreprises pour s'enrichir derrière avec des contrats léonins ou des entreprises écrans, des non-emprunts, etc. Nous verrons ça demain. Est-ce que Kabila aurait pu arrêter l'attaque de CNDP en 2009? Nous le verrons demain. Est-ce qu'il en avait la capacité militaire? Est-ce que 2009 préparait 2013? Est-ce que 2013, Kabila avait formé une armée en capacité de défenestrer le M23 en 2013? Est-ce que Kabila a défait le M23 en 2013? Nous le verrons demain. Si pas, qui a aidé pour défaire 2013, pour défaire le M23 en 2013? Nous verrons également, est-ce que Kabila aurait pu former une armée de 2013 à 2019? Est-ce qu'il avait suffisamment le temps, lui étant un militaire, comme le fut Kagame, qui a formé son armée, étant un militaire, comme ce fut Museveni, qui a formé son armée, étant un militaire. Vous avez de l'autre côté Sassou Nguesso, qui a aussi formé son armée, étant un militaire. Kabila étant un militaire. Est-ce qu'il a laissé une armée qui pouvait se maintenir et
défenestrer le M23 qui sont des retours, qui ont marqué les retours en 2022. Est-ce qu'il aurait pu avoir les temps? Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose? Nous le verrons demain. Nous verrons aussi demain, est-ce que Kabila a laissé une économie prospère? Est-ce que Kabila a laissé de dévis dans les trésors? Nous parlons de 1 milliard. Est-ce que le 1 milliard suffisait? Est-ce que le 1 milliard, proportionnellement à ce qui représente la RDC, est-ce que le 1 milliard était suffisant ou alors c'était dérisoire? Nous le verrons demain. Est-ce que Kabila a laissé de dettes ou pas? Est-ce qu'il y a de dettes officiellement? Est-ce que près de 15 milliards de dettes que porte aujourd'hui l'État congolais, Kinshasa, est-ce que la totalité de ces dettes revient à Félix ou bien il y a aussi à partager, il y a un pan de dettes que Kabila a laissé, qu'on a additionné pour arriver à 15 ou 17 milliards de dollars. Donc nous verrons tout ça demain ensemble. Les amis, nous pouvons évidemment discuter. Ici, je laisse toujours la possibilité aux personnes qui veulent rajouter un petit mot, rajouter évidemment ce que je n'ai pas dit. Je suis très flexible à ce niveau-là. Je suis très ouvert à ce niveau-là parce qu'on n'a pas la connaissance infuse, bien évidemment. On apprend tous les jours. Et si j'ai oublié une virgule, un point, vous pouvez toujours... Alors, demain, nous serons là entre midi, 14h, un peu comme aujourd'hui. Peut-être qu'on commencera à midi 13h. Ok, chers amis, je dois vous souhaiter alors une bonne journée. Et à demain pour d'autres analyses. Je vous dis bye bye. Zaiwa.